l'innovation, ça fait complètement partie de la raison d'être de Dassault Systèmes. Beaucoup d'entreprises qui donnent le sentiment de donner la capacité à leurs collaborateurs d'innover, mais qui, dans leur pratique, ne le font pas. Je vais faire le jumeau virtuel du cœur avec des amis médecins et je vais voir ce qui est possible sur le cœur de ma fille. Les imaginaires du spatial peuvent avoir aussi des conséquences très positives sur la manière dont on se pense nous terriens. Je pense qu'il est important que le dirigeant soit très clair sur le fait qu'il veut une culture d'innovation. Dans ce nouvel épisode, Nicolas Pasquet rejoint Florence Verzelaine, directrice générale adjointe chez Dassault Systèmes. Bonjour Florence Verzelaine, je suis directrice générale adjointe de Dassault Systèmes en charge de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler du rôle central de l'innovation dans la transformation des entreprises. On explorera comment les technologies immersives et les jumeaux virtuels changent notre façon de concevoir, de produire, de soigner ou de planifier. Nous verrons également comment l'intelligence artificielle, notamment l'IA générative, vient enrichir tout ça pour imaginer des modèles plus durables, plus agiles et plus intelligents. Bon visionnage et comme toujours, pensez à vous abonner. Bonjour Florence, bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler de plein de sujets, on va parler de ville du futur, on va parler de grands groupes, d'innovation. Moi j'avais une première question. Comment est-ce qu'on arrive à rester innovant dans un groupe aussi grand que Dassault Systèmes ? Alors, merci de dire dans un groupe aussi grand que Dassault Systèmes parce que à 45 ans, on pense qu'on est qu'au tout début de l'aventure de Dassault Systèmes et qu'on sera encore plus grand dans 45 ans. Donc, comment est-ce qu'on reste innovant ? Culture d'innovation à tous les niveaux, ouverture sur l'écosystème et puis beaucoup d'interactions avec nos 365 000 clients et partenaires. Toi, Nicolas, tu vois dans les groupes que tu accompagnes des boîtes qui arrivent à se détacher un peu, à montrer encore plus d'innovation que d'autres. En plus de Dassault Systèmes. En plus de Dassault Systèmes. Alors, je vais revenir malgré tout sur Dassault Systèmes parce que en tant qu'enseignant, il y a 10-15 ans, mais encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on parlait innovation, entreprise visionnaire, bien souvent, on avait pour exemple Dassault Systèmes. Donc c'est plus qu'un honneur et un privilège aujourd'hui de pouvoir vous parler. Et donc, pour revenir à la question, moi, je prends rarement en fait des exemples d'entreprises, si ce n'est pour trouver des bonnes pratiques. Que je trouve, pour rebondir sur ce que Florence a dit, la culture d'entreprise est capitale. Bien souvent, lorsqu'on parle d'innovation, on oublie la partie transformation. Et par la transformation, on parle d'acculturation à des pratiques managériales qui portent sur l'innovation. Sans compter un concept qui m'est assez cher, qui vient de James March, qui avait travaillé d'ailleurs avec Herbert Simon sur le concept de rationalité limitée, et qui parle d'ambidextrie organisationnelle. Et en fait, les entreprises qui innovent et qui savent innover dans la durée, c'est des entreprises qui arrivent à allier à la fois des cycles d'exploitation et d'exploration. Et ne pas oublier l'exploration, en fait, qui les a faites au fil du temps, qui a fait qu'elles sont devenues ce qu'elles sont, et donc elles peuvent, grâce à cela, en fait, poursuivre leur effort d'innovation. C'est l'ADN, ça fait partie de la raison d'être de Dassault Systèmes, l'innovation ? Alors, l'innovation, ça fait complètement partie de la raison d'être de Dassault Systèmes, puisque notre raison d'être, c'est de créer des univers virtuels pour permettre l'innovation durable pour nos clients et partenaires. Donc, l'innovation durable, elle est au cœur de notre raison d'être. Mais on a aussi des valeurs très fortes chez Dassault Systèmes, dont l'une est « If we challenge the status quo ». Donc, on est en permanence en train de se demander comment on peut challenger le statu quo, à la fois dans toutes les industries qu'on sert, mais dans tous les domaines qu'on sert, que ce soit l'IA, la simulation, le design. Donc, c'est vraiment un état d'esprit qui est permanent et, je le dis, c'est un état d'esprit qui est aussi très connecté à l'écosystème de recherche qu'on a partout à travers le monde. On a des partenariats avec plus de 30 000 écoles et universités partout à travers le monde, justement, pour foisonner cette innovation. On co-innove avec un très grand nombre de nos grands clients. Donc, on est vraiment dans une approche à questionner en permanence ce qui se fait dans l'auto, dans l'aéro, dans la santé, dans les biens de consommation, dans les grands projets d'infrastructure, dans l'énergie, dans les villes, pour essayer d'inventer le monde de demain. Moi aussi, mon enjeu, en tant que dirigeante de Dassault Systèmes, c'est de faire en sorte que les logiciels que nous allons co-créer avec nos clients, ils permettent à mes clients d'être encore plus en avance que leurs concurrents. Donc, typiquement, dans l'aéro, c'est créer l'avion bas carbone et comment le jumeau virtuel de l'avion peut permettre d'aller vers un avion bas carbone. Dans la santé, c'est aider, grâce au jumeau virtuel et à la donnée,
à créer le jumeau virtuel du corps humain pour avoir des traitements personnalisés qui nous permettront d'anticiper les maladies de Florence et donc d'éviter à ce que Florence ait des maladies, et Nicolas, et toi aussi bien sûr, enfin tous, avec nos données différentes. Donc on est vraiment dans cette volonté d'anticiper sur chacun des domaines qu'on court. Il y a un exemple, à part les 3 qu'on vient de citer, où on s'est dit, là vraiment Dassault a complètement challengé le statu quo, a fait quelque chose auquel personne n'avait pensé. Ah ouais, plein. Ouais. Mais je vais en citer un que j'aime particulièrement bien. C'est le jumeau virtuel du cœur qu'on a fait avec le Boston Children's Hospital il y a déjà plus de 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on a fait le jumeau virtuel du cœur ? Parce qu'un enfant qui a une maladie du cœur et qui doit être opéré du cœur, c'est une opération compliquée. Pour beaucoup de raisons, une opération du cœur est toujours compliquée, mais le cœur de l'enfant, l'idée est qu'il continue à grandir, grossir après l'opération et que l'opération soit durable. Donc, en utilisant énormément de données de cœur d'enfant et de futurs adultes, on est en capacité d'avoir un modèle virtuel de cœur d'enfant. Et quand un enfant a une maladie, on est en capacité de faire son jumeau virtuel et de tester les meilleurs traitements possibles, les meilleures opérations possibles sur le cœur de l'enfant dans le monde virtuel pour pouvoir, quand le chirurgien a identifié la meilleure opération possible, qui va rester durable dans la durée, c'est-à-dire que le cœur va pouvoir continuer à évoluer 50, 60, 100 ans, on espère, et rester vivant, le chirurgien a cette information-là pour faire le cœur. Et dans certains cas, dans des opérations particulièrement compliquées, le chirurgien est aussi en capacité de tester son opération sur un cœur virtuel. Donc s'il foire, il foire l'opération sur l'enfant virtuel, ce qui est un tout petit peu moins grave, parce que moi, typiquement, on m'a raté une opération du doigt et je ne pourrais plus jamais l'avoir droit. Ce qui n'est pas très grave pour un petit doigt, mais pour un cœur d'enfant, c'est beaucoup plus embêtant. Donc, c'est-à-dire qu'au Boston Children's Hospital, si l'opération est compliquée, le chirurgien sera en capacité de la tester jusqu'à ce qu'elle marche. Donc, en termes de soutenabilité de l'opération, de pronostic dans la durée, positive dans la durée, et de capacité à l'enfant de se remettre, c'est juste extraordinaire. Et ça, on en est particulièrement fiers. C'est notre projet appelé Virtual Heart. C'est hyper intéressant et franchement, félicitations et bravo pour ce type de projet où on voit vraiment l'apport concret. Nicolas, en off, tu me disais, quand on préparait l'entretien, que la santé, clairement, c'était un des sujets aussi où l'innovation, la technologie était particulièrement important. Est-ce que tu as des exemples où tu pourrais dire que finalement, c'est là où il faut aller, c'est là où il faut mettre de l'intensité ? Toute cette problématique autour du virtuel, des jumeaux numériques est essentielle dans plein de domaines. Je pense que vous le faites également sur les villes, pour penser à travers le dérèglement climatique et d'autres phénomènes et défis, comment les villes peuvent évoluer en injectant, et ça c'est important, au-delà des aspects techniques, en fait, des aspects qui touchent aux sciences humaines et sociales, parce qu'une technologie c'est important, mais ce qui est aussi important, ou peut-être même plus important, c'est la manière dont les gens expérimentent l'objet et comment ils vivent avec cet objet dans des environnements différents. La ville en est un, puisque c'est une sorte de groupement d'individus qui sont amenés à se loger, à se nourrir, à se soigner, à se vêtir. Tout ça dans un même, je dirais, enclos, même si ces enclos sont amenés à devenir de plus en plus importants, qui font que ce sont de véritables laboratoires de futurs ou des futurs. Ce qui me fascine actuellement, c'est le New Space, parce que là, on rentre vraiment dans une dimension inconnue jusque-là, dont les conséquences et les résultats peuvent aussi avoir des effets sur Terre. Les imaginaires du spatial peuvent avoir aussi des conséquences très positives sur la manière dont on se pense, nous, terriens. Et là, il y a un ensemble d'enjeux technologiques, enjeux réglementaires, enjeux politiques et géopolitiques, sur la souveraineté notamment, sur l'intégration ou la conciliation entre la souveraineté nationale et puis la dynamique du privé, puisque New Space a été lancé par des acteurs privés, ce qui n'était pas le cas à l'origine depuis le début des années 2000, avec Elon Musk, il faut le citer aussi en partie, mais pas que. Elon Musk qui utilise les technologies Dassault Systèmes. Voilà. Petite page de pub. Mais c'est important, en fait, pour penser l'avenir, de ne pas penser ou d'être trop focus sur la technologie.
Et je pense que Dassault Systèmes en particulier intègre bien d'autres dimensions qui ne sont pas que des dimensions technologiques. Ce qui leur permet de penser l'innovation de manière durable également, parce que utilisable par des individus qui vont demain peut-être être en mesure de les utiliser, ces cas de l'IA. Il y a des pays, selon vous, qui sont en avance sur tous ces sujets-là? Alors, des pays en avance sur tous les sujets, c'est compliqué parce que ça dépend réellement des domaines. Dans la santé, la France a lancé un projet très ambitieux qui s'appelle MediTwin, sur la base de ce qui a été fait avec le jumeau virtuel du cœur. Et dans le cadre de MediTwin, on est en train de faire un très grand nombre de jumeaux virtuels debout du corps humain, avec l'idée qu'un jour, on aura le corps humain complet. Typiquement, avec l'IHU de Marseille, on travaille au jumeau virtuel du cerveau, qui est l'organe pour l'instant le moins connu et qui permettra, du coup, ce jumeau virtuel du cerveau, de travailler sur des traitements contre l'épilepsie et Alzheimer. On travaille avec d'autres IHU sur le jumeau virtuel de l'œil, le jumeau virtuel du foie, le jumeau virtuel du pied, le jumeau virtuel de la peau. Sur un certain nombre d'entre eux, la peau, c'est les traitements comme le cancer. Mais cette approche MediTwin, qui est un projet très innovant, qui a été lancé notamment par France 2030, est assez en avance sur les autres pays. Donc, je pense qu'on peut en être très fiers. Après, dans les approches jumeaux virtuels, je trouve que le spatial est super intéressant. Ce qui se passe dans l'énergie, c'est hyper intéressant aussi. Avec l'autorité nationale en charge de l'énergie atomique du Royaume-Uni, on a lancé un projet de jumeaux virtuels de réacteurs en fusion qui va permettre d'accélérer considérablement la recherche sur la fusion, donc l'après-EPR. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Puis dans les projets intéressants dont j'aurais envie de parler, en lien avec le spatial toujours, il y a le projet du jumeau virtuel de la Terre, qui combine exactement ce dont vous parlez, à la fois l'imaginaire, mais l'utilité. C'est un projet qui s'appelle Destiny et qui est piloté depuis la Finlande et qui a déjà des premières briques, notamment grâce aux images satellitaires du jumeau virtuel de la Terre. Et ce jumeau virtuel de la Terre, il va être hyper intéressant parce qu'il va permettre de regarder les conséquences du changement climatique, mais aussi de faire des véritables scénarios sur où est-ce qu'il y aura des vagues de chaleur, où est-ce qu'il y aura des tsunamis, des érosions massives, mais aussi d'observer de façon beaucoup plus fine comment la biodiversité évolue, etc. Donc ça va pouvoir permettre de faire d'énormes pas en avant. Donc je suis assez enthousiaste sur ce qui se passe également en Europe, en lien avec l'innovation et le jumeau virtuel. D'ailleurs, j'entendais sur cette question-là hier, lors du sommet, je crois qui a lieu actuellement des océans. Il parlait également de jumeaux virtuels des océans pour essayer de simuler et de modéliser en fait les évolutions possibles de l'océan à 5, 10, 15, 20 ans. Ce qui est un jumeau, one more level of complexity. Encore plus complexe parce qu'effectivement, on travaille dessus, mais il y a encore plus de paramètres et encore plus de données à aller capter pour le jumeau virtuel de l'océan. Mais c'est hyper intéressant parce que l'océan est clé, effectivement, dans le changement climatique et les écosystèmes liés à l'océan. Donc, hyper intéressant. C'est plus simple de faire un jumeau virtuel de la Terre plutôt que... Ah ouais. Alors, l'océan fait partie de la Terre. Ouais. En fait, on a accès par imagerie satellitaire à énormément de précision sur ce qu'il y a sur Terre. Si vous allez dans les tréfonds des océans, les imageries satellitaires, elles ne vous donnent pas grand-chose. Ouais. Pour l'instant. D'où l'innovation sur les satellites. D'où les enjeux technologiques en fait, du New Space. Ouais. Exactement, d'où les enjeux technologiques du New Space qui sont hyper intéressants parce que là aussi, c'est un domaine où l'Europe avait plutôt du retard. L'Europe et la France avaient plutôt du retard puisque le New Space a commencé dans les années 2000 avec SpaceX, Blue Origin. Alors, ça n'a pas commencé que parce qu'Elon Musk s'est levé un matin et a dit « je vais faire une fusée ». La réalité, c'est que la NASA a commencé à externaliser énormément de contrats à partir des années 2000, ce qui a permis à SpaceX de faire une première étude à $100 000, puis une deuxième étude à $500 000, puis avoir plus de moyens pour créer leur lanceur. Mais toujours est-il que la NASA a permis de créer un écosystème du spatial entre les années 2000 et 2010 qui est assez foisonnant aux États-Unis. Et depuis 10 ans, à la fois l'ESA et le CNES ont répliqué cette approche en Europe et typiquement en France.
L'année dernière, on a eu plus de 70 startups du spatial qui ont été créées. Donc cet écosystème est aussi en train de naître en Europe, ce qui est passionnant. Alors on a toujours des enjeux, l'enjeu des micro-lanceurs, donc l'envoi de satellites en orbite basse, ce qui est un orbite particulièrement intéressant puisque c'est là où il y a Starlink et Kuiper qui permettent, entre autres, de donner accès à Internet même dans des zones blanches et d'avoir des temps pour l'observation de la Terre qui sont beaucoup plus intéressantes que le satellite géostationnaire à 36 000 km. C'est un énorme enjeu, les micro-lanceurs, parce que ça permet de lancer en orbite à moindre coût des satellites au bon endroit. Donc il y a un enjeu micro-lanceur, il y a un enjeu micro-satellite, il y a énormément d'enjeux autour de ça, liés beaucoup à la souveraineté, puisque demain, les prochains théâtres d'affrontement seront cyber et spatial également. C'est pour ça que la France a depuis peu également une armée de l'espace basée dans le sud, à Toulouse. Mais effectivement, beaucoup de développements prévus dans le spatial et qui vont aussi tirer, comme ça a souvent été le cas, pas mal de R&D terrestres. Comment est-ce qu'on a... Il y a 70 startups qui se lancent dans le spatial l'année dernière. Comment est-ce qu'on arrive en tant que grand groupe à intégrer une approche de partenariat ou avec ce type de petite structure qui est par naissance, par définition, est complètement différent? Alors, nous, on a des incubateurs. On a des incubateurs un peu partout dans le monde. J'en ai un évidemment à Paris, j'en ai un à Munich, un à Boston, un à Bangalore et j'en ai deux en Asie, en Corée et au Japon. On a aussi des partenariats avec les startups à qui on donne des conditions privilégiées pour l'utilisation de nos logiciels avec la volonté qu'elles nous donnent des feedbacks très vite. Parce que ce qui est hyper intéressant dans les startups, c'est qu'elles peuvent être plus rapides sur l'innovation que des grands groupes et donc nous donner des feedbacks intéressants, nous faire sentir des tendances. Donc nous, avoir à la fois nos incubateurs et des feedbacks des startups avec qui on travaille très rapidement, c'est hyper important pour qu'on continue à avoir une offre qui soit en avance sur le marché. Parce que mon enjeu, c'est de créer avec les équipes d'Assosystème des softwares qui permettront à nos clients d'être en avance. Donc, dans le spatial, c'est des problématiques de matériaux dans l'espace, c'est des problématiques de microsatellites, c'est des problématiques hyper amusantes de comment est-ce que, un peu comme aujourd'hui, comment est-ce qu'on update un satellite en espace. Aujourd'hui, un certain nombre un des enjeux de l'industrie auto, c'est ce qu'on appelle le Software Design Vehicle. C'est la capacité d'updater en temps réel les logiciels d'une voiture pour qu'elle ait des fonctionnalités accrues. Et bien en fait, on est en train de faire la même chose sur les satellites, ce qui fait qu'aujourd'hui, le satellite qui est un satellite uniquement d'observation pourrait demain avoir d'autres fonctionnalités en termes d'interaction avec d'autres satellites, etc. Donc il y a des enjeux hyper intéressants sur l'espace et ça, on le voit beaucoup dans les innovations de startups qui veulent rentrer sur ces marchés. Tu le ressens aussi dans toi, ta vision de la part de tes clients ou des administrations, c'est un peu cet esprit startup? Il y a un paradigme assez important autour de l'open innovation où on essaie de voir un petit peu en dehors des frontières de l'organisation ce qui se passe, jusqu'à incuber ou spin-offer si on a le mouvement qui va plutôt de l'entreprise pour aller vers l'extérieur. Tout ça, en fait, ça demande ou ça commande presque une vision d'entreprise très forte. C'est ce que je trouve aussi assez prégnant chez Dassault Systèmes, c'est-à-dire que on peut avoir des objectifs commerciaux, des objectifs de rentabilité, mais si on n'a pas une vision un peu plus large, un champ de vision beaucoup plus important, en fait, qui porte au loin, une sorte de champ de regard qui porte à l'horizon, c'est difficile de pouvoir avoir une politique qui porte ses fruits et qui permette d'intégrer les bonnes startups ou de lancer les bons programmes de recherche ou d'innovation. Si tant est qu'il y ait de bons programmes d'innovation et de recherche, bien évidemment, parce qu'il y a une part d'exploration et donc on va là où on pense que la stratégie peut nous amener, les objectifs pour l'incarner. Mais au-delà de ça, oui, donc pour revenir à ta question sur un écosystème florissant qui permet une exploration continue en fait, des différentes possibilités qu'offre l'environnement me semble essentiel et dépend d'une raison d'être, d'une stratégie plus haute de l'organisation, pas de la tactique. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un document qui a été édité par le BCG, Innovation Survey,
qui montrait un paradoxe vraiment intéressant. Il disait que jamais, depuis qu'il mène ce rapport et ces études, les entreprises n'ont placé dans le top 3, je crois que c'est même en première position, l'impératif d'innovation. Mais le paradoxe, c'est que 3% simplement se sentent prêtes pour innover. Et ce qu'ils disent dans le rapport, et je trouve ça assez judicieux, c'est que par manque de stratégie globale, et donc ils ont un concept assez intéressant qu'ils appellent les innovations, ou les organisations d'innovation zombies, c'est-à-dire qu'elles suivent un mouvement, sans se poser de questions. Voilà, mais comme un zombie, donc il y a une espèce de mouvement d'imitation où les entreprises vont là où les autres entreprises vont. Donc beaucoup d'imitation, beaucoup d'adéquation et très peu d'intention. Alors même que poser une raison d'être, c'est poser sa véritable raison d'existence et donc là affirmer en fait son leadership et sa singularité identitaire. Non, tout à fait. Et je pense que c'est encore plus prégnant depuis qu'on parle de générative IA. Parce que moi, ce que j'ai ressenti de façon très forte depuis 1 an et demi, quand OpenAI est arrivé, c'est une vraie volonté d'un certain nombre de grands groupes de faire du Gen IA, parce que tout le monde, de leurs conseillers, leurs clients, leurs investisseurs, leur demande « Qu'est-ce que vous faites en Gen IA ?» Il fallait cocher la case. Il faut cocher la case, et sans nécessairement toujours une vraie clarté sur, en fait, Gen IA, c'est comme l'IA, c'est comme le jumeau virtuel. C'est un outil intelligent qui vous permet de faire des choses et de résoudre des challenges. Donc, c'est quoi le challenge que vous voulez résoudre ? C'est quoi la raison d'être de l'entreprise et comment elle veut se transformer et comment, dans ce cadre-là, toutes les données de l'entreprise qui sont un patrimoine phénoménal qui, effectivement, peut être exploité grâce à de l'IA générative, peut être utilisé pour aider l'entreprise à aller encore plus loin. Mais prendre la question en « il faut que je fasse du Gen IA » au lieu de prendre la question de « quelles sont mes problématiques, où est-ce que je veux me positionner pour être en avance, pour apporter quelque chose de plus à mes clients, à la société », ça manque de temps en temps. Et ces sujets aussi stratégiques, pour que vraiment ça impacte profondément une grosse organisation telle que Dassault Systèmes, par exemple, il faut que ça parte de là-haut. Il faut que ça parte de... Je sais pas. Je pense qu'il est important que le dirigeant soit très clair sur le fait qu'il veut une culture d'innovation et que chacune peut avoir une idée disruptive et qu'elle sera prise en compte. Nous, on travaille dans plus de 60 pays. On a 132 bureaux. Je ne vais pas vous dire que les meilleures innovations viennent de Vélizy, où on a notre headquarter. Alors, évidemment, le dirigeant de Dassault Systèmes est absolument formidable, et je le salue s'il nous écoute. Mais je pense que l'innovation, elle vient de partout et qu'il faut que chaque collaborateur ou collaboratrice soit en capacité de dire « j'ai eu une idée ». Je pense que ça va révolutionner le New Space, que ça va révolutionner l'aérospace, que ça va révolutionner la santé et qu'ils puissent lever la main et make it happen. Vous savez, notre projet de jumeaux virtuels, comment est-ce qu'il a été créé ? Nous, il s'avère qu'on a dans nos équipes un homme formidable qui s'appelle Steve Levin. Steve, qui est un ingénieur, qui a fait des années d'école d'ingénieur avant de rejoindre Dassault Systèmes. Sa fille a eu une enfant, elle a aujourd'hui 30 ans, peut-être un peu moins. Elle avait une maladie de cœur. Il avait une maladie de cœur que les médecins jugeaient incurable. Et on ne savait pas comment l'opérer. Et lui, il s'est dit, Steve, aux États-Unis, à Boston, donc pas au siège Dassault Systèmes à Vélizy, il ne connaissait pas notre PDG de l'époque, Bernard Charles, il s'est dit, c'est un problème physique, c'est un problème d'ingénieur. Je vais faire le jumeau virtuel du cœur avec des amis médecins et je vais voir ce qui est possible sur le cœur de ma fille. Et il l'a fait. Et on a trouvé ça génial. Sa fille a été opérée. Elle est aujourd'hui en pleine santé. Et sur la base de cette innovation, elle est remontée au point qu'on en a fait une pratique au Boston Children's Hospital, au point que ça a inspiré le projet Meditwin qui va être déployé avec un grand nombre d'IHU en France et que ça va devenir, je pense, dans 10 ans, une pratique hyper courante pour les opérations ou les traitements complexes. Et je ne suis pas sûre que quelqu'un qui n'aurait pas eu ces difficultés familiales aurait eu la même idée
au siège. Donc je pense que c'est hyper important que chacun de nos collaborateurs, qu'il soit dans n'importe quelle fonction, aussi bien à la finance, en comptabilité qu'en recherche et innovation, puisse se dire « j'ai une idée et j'ai envie de la pousser ». Nous, chez Dassault Systèmes, on encourage chacun de nos collaborateurs à utiliser 10% de leur temps pour suivre leurs meilleures idées, et ils ont à leur disposition tous les outils de 3D printing, de design, d'innovation, du 3D Experience Lab. Mais je suis convaincue que l'innovation, elle vient de partout. L'innovation, elle vient de partout. Oui, l'innovation vient de partout. Si tant est qu'il y a un cadre qui donne une direction, un cap. Alors, on parlait de vision tout à l'heure, de raisons d'existence, certes, déclinées en stratégies plus globales, qui elles-mêmes vont devenir des stratégies fonctionnelles, etc., etc. Mais ce cadre-là permet en fait une sorte d'agilité terrain dans la génération des idées à tous les niveaux, bien évidemment. Quand on a des groupes de plusieurs milliers de collaborateurs, ce serait juste dingue de se priver de cette capacité à exploiter, dans le bon sens du terme, au mieux ses collaborateurs, qui se sentent parfois surexploités, mais qui, bien souvent, intellectuellement, sont un peu sous-exploités si on leur donne pas cette possibilité de participer au projet de l'entreprise. Mais pour participer au projet de l'entreprise, encore faut-il qu'il y ait un cap auquel ils adhèrent, donc un sens dans lequel ils s'inscrivent, pour pouvoir donner la pleine mesure de leur engagement. Et cette partie-là, vraiment, ça demande une sorte d'agilité stratégique, c'est-à-dire un cadre fort, une direction, et à l'intérieur de ce cadre-là, la possibilité pour l'ensemble des collaborateurs de s'auto-diriger, s'auto-évaluer, s'auto-organiser pour atteindre le meilleur. C'est l'agilité managériale organisationnelle qu'on peut d'ailleurs transposer à l'agilité stratégique. Un peu cette même capacité à s'adapter, à avoir d'une part quelque chose qui stabilise, une raison d'être, quelque chose qui permet des ajustements, des objectifs ambitieux, un récit qu'on ajuste en fonction aussi des manœuvres de ses concurrents. Donc, agilité stratégique suggère ou impose un cadre, une direction, et en même temps, grâce à cela, la possibilité pour chacun des collaborateurs de faire acte d'innovation pour leur groupe. Et après, une culture de l'innovation. Que ce que j'ai pu observer en tant que praticien, c'est beaucoup d'entreprises qui donnent le sentiment de donner la capacité à leurs collaborateurs d'innover, mais qui, dans leur pratique, ne le font pas. Ce qu'on appelle des phrases innovicides. Non, c'est trop cher, ça a déjà été fait, ça marchera pas, laisse tomber. Donc les collaborateurs viennent une fois, 2 fois, 3 fois, et à la 4e fois, ils viennent plus. Des systèmes de reconnaissance, bien évidemment, certains types de profils qui vont être plus à même de penser la rupture. C'est une question aussi de rupture. Venant des collaborateurs, certains disent que la rupture est plus difficile à obtenir. Je suis pas tout à fait sûr. Parce qu'on peut aussi, sur des besoins plutôt personnels, comme vous l'avez évoqué, trouver des innovations qui marquent les esprits et changent le cours des choses. Oui, après, ce que je pense qui est vraiment hyper important, c'est d'avoir des équipes hyper diverses. Nous, la diversité de profils, de formation, mais aussi d'expérience en termes de pays, elle est vraiment encouragée parce qu'on pense que si on a tous le même parcours, on aura tous les mêmes idées. Et que mettre ensemble un Chinois, un Coréen et un Brésilien, ça permet de vraiment créer des approches nouvelles. Tout comme mettre ensemble quelqu'un qui a fait des études sociologiques, quelqu'un qui a fait des équipes d'ingénierie et quelqu'un qui a fait d'autres types d'études permet aussi de créer cette approche nouvelle. Et donc nous, ça c'est quelque chose auquel on fait hyper attention, la diversité de notre équipe. Moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière hors de France. Et puis, quand je suis revenue en France, j'ai rejoint un cabinet ministériel. J'avais fait une grande école d'ingénieur. Je devais des années à l'État. Et en fait, à cette époque, j'avais des collègues formidables et que je salue s'ils m'écoutent. Mais en fait, on avait un peu tous fait la même école. Et alors que j'avais passé les années précédentes à la Commission européenne où on travaillait avec des gens à l'époque de 28 pays, j'avais trouvé que c'était beaucoup plus réducteur d'avoir des gens qui avaient tous fait les mêmes études. Donc je pense que vraiment aller chercher des profils différents en termes d'études, en termes de chemin de vie, en ayant eu des parcours différents, ça apporte vraiment des approches qui peuvent être disruptives. Et là où je vous rejoins aussi, évidemment, c'est il faut que l'écosystème le porte. Parce que si le collaborateur a une idée disruptive et qu'il le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que la réponse est toujours non, en fait, le collaborateur, il finit démotivé, puis il finit par partir. Nous, ce qui est vrai, c'est que chez Dassault Systèmes, fondamentalement, on a
notre seule ressource, c'est les hommes et les femmes de l'entreprise. Alors, on a l'IP qu'on a dans notre code, mais le software, ça va très vite. Donc, notre IP, elle pourrait devenir démodée très vite. Notre seule vraie ressource, c'est les hommes et les femmes. Donc, nous, le fait de permettre à chacun de faire de l'innovation, de potentiellement créer un nouveau business, un nouveau type de solution au sein de Dassault c'est aussi un facteur d'attractivité très fort. Moi, pour trouver des talents, je me bats contre des Microsoft, des Google, des Amazon. Alors, en France, le sujet de la souveraineté est prégnant, donc c'est pas si difficile en France. Aux États-Unis, ça peut être plus compliqué. Au Japon, ça peut être plus compliqué. Et donc, offrir cette liberté qui est assez unique de contribuer à l'innovation de l'entreprise et potentiellement à faire progresser la recherche et développement mondial, c'est aussi un facteur d'attractivité pour nous, qui est notre seul facteur de succès, in fine. Pleinement d'accord avec ça, effectivement. D'autant plus lorsqu'on parle d'innovation, et tout type de diversité, d'ailleurs, effectivement. Qu'elle soit culturelle, qu'elle dépende des diplômes qu'on a pu amasser au cours de notre existence, qu'elle dépend des pays, des religions, etc. Parce que, je sais plus, c'était, je crois, un poète, si poète il l'était, un poète québécois qui disait courte vue, grosse bévue, mais plus on multiplie en fait les champs de vision, plus on a de possibilités de trouver des poches de valeur, en fait, tout simplement. Et en plus, des poches de valeur qui résonnent favorablement auprès des collaborateurs, parce qu'ils y voient peut-être même déjà une première utilisation possible. Et quand on mixe tout ça, on arrive à des choses formidables. Le dilemme, en tout cas, la problématique, c'est comment on allie liberté et cadre, liberté de pensée, liberté d'action et cadre, donc en même temps vision. C'est pour ça que là, je trouve que la vision, la notion même de vision et de raison d'être, elle a ce pouvoir magnifique de donner un cadre, mais qui inspire plus qu'il ne contraint. Et les gens, en fait, se sentent impliqués dans le projet d'une entreprise, qu'on appelle le projet d'une entreprise. Une entreprise à mission en France, etc., des choses de ce type-là, aux États-Unis depuis longtemps. Et donc, au-delà même d'une simple raison de profit, le profit, bien évidemment, parce qu'on n'est pas dans une entreprise philanthropique, mais le profit, pas à n'importe quel prix, et dans un cadre qui stimule, qui engage maximum de collaborateurs. Ça, c'est essentiel. On parlait tout à l'heure de la guerre des talents dans certains marchés pour attirer les bons profils, notamment sur les sujets d'innovation. Qu'est-ce que vous répondez tous les deux au fait que l'Europe aurait peut-être un train de retard sur ces sujets par rapport, je sais pas, aux États-Unis, à la Chine? On a en Europe le problème d'un certain nombre de talents qui ont effectivement choisi de quitter notre continent, notamment pour aller aux États-Unis. Je pense que, vu ce qui se passe aux États-Unis, alors on parlait du New Space, 5% des collaborateurs de la NASA ont été remerciés récemment. Certains pourraient être amenés à se poser la question de revenir. En tout cas, le CNES, entre autres, essaye d'attirer un certain nombre de talents de la NASA. Et je sais que le président Macron a aussi lancé une initiative pour essayer de récupérer des talents des universités américaines qui pourraient avoir envie de venir. Donc, je pense qu'il y a dans cette guerre des talents, il y a deux choses. Il y a une première chose qui est comment est-ce qu'on offre des perspectives à nos talents en France? Donc, comment est-ce qu'on évite qu'ils partent? Comment on les aide à revenir? Et puis, il y a aussi comment on investit suffisamment dans certains domaines. Parce que, malgré tout, les talents, ils choisissent aussi souvent d'aller dans des écoles qui font le plus de sens pour eux. Et il y a une vraie réflexion à avoir en Europe, mais comme partout dans le monde, sur les filières qu'on veut développer dans nos écoles. Je vous donne un exemple. Semi-conducteur. Le semi-conducteur, on s'est rendu compte avec la crise Covid, puis avec ce qui se passe à travers le monde, que le fait d'avoir une industrie du semi-conducteur souveraine en Europe est clé si on veut avoir des voitures, des avions, des téléphones portables, si on veut continuer à opérer comme on opère aujourd'hui. Et bien en fait, on n'a pas de filière, on n'a pas de cursus semi-conducteur dans nos écoles d'ingénieurs pour l'instant. Alors c'est une question qui est en train d'être traitée, mais si quelqu'un avait envie de travailler dans ce domaine, clé pour la souveraineté de la France et de l'Europe, c'était pas possible en France. Sur le digital, énorme sujet. Aujourd'hui, à Swisspeak, il nous manque 1 million de profils avec les bonnes compétences digitales pour l'industrie européenne.
Alors, en vrai, il manque aussi plein de gens aux États-Unis et en Asie. Les universités n'ont pas réussi à suivre à travers le monde suffisamment vite. Mais dans un monde où l'IA générative va potentiellement transformer les façons de faire de l'innovation, de produire, de recycler, de circulariser bon nombre de choses, ça devient clé de créer les bons cursus qui vont nous permettre d'avoir les professionnels qui ont appris tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir opérer en Europe. Parce que sinon, en fait, c'est toute l'industrie européenne qui va en pâtir. Donc, il y a un énorme enjeu sur comment est-ce qu'on adapte suffisamment vite nos systèmes d'éducation à un monde industriel et à un environnement géoéconomique et géopolitique qui va très vite. Tu partages... Oui, alors je trouve qu'il y a encore des compétences qu'on arrive à développer dans nos écoles. J'ai pas dit, j'ai donné quelques exemples, mais oui, nos écoles sont formidables. Nous, notre plus grand centre de R&D est en France parce qu'on a les meilleurs ingénieurs en France. Je crois que c'est un peu, oui, effectivement. Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire dans l'activation de certaines compétences, tirer business et autres, essentielles. Peut-être de nouveaux champs qu'on n'arrive pas encore, pour lesquels on n'arrive pas à former suffisamment encore de profils. Après, on a des compétences dites transversales, qui sont aussi des compétences du 21e siècle, me semble-t-il, même si on a déjà un pied dans le 21e siècle, qui portent sur les approches systémiques, les approches de la complexité. Je sais que l'école de laquelle je viens, Centrale Supélec, on s'y attache depuis 10-15 ans à avoir une sorte de macro-compétences qui permettent, quelles que soient les évolutions de l'environnement et la technicisation des savoirs, en fait, d'être toujours adapté ou adaptable. Et ça, c'est super important, la complexité, l'approche systémique, voire même essayer d'inculquer plus largement des approches autour de l'intelligence stratégique, même dans des écoles d'ingénieurs, et peut-être surtout dans les écoles d'ingénieurs. L'intelligence stratégique permettant vraiment de poser un cadre pour penser et agir dans l'incertain, leur montrer que le monde d'aujourd'hui, en fait, la seule certitude que l'on ait, c'est qu'on sera dans l'incertain, sans doute les 10, 20, 30 prochaines années. Donc il faut jouer avec l'incertitude et en faire plutôt un allié que, dans certains cas, subir le changement. Donc comment on inscrit sa trajectoire dans un monde de plus en plus fluctuant et de plus en plus turbulent. Et je pense que cette compétence-là, qui n'est pas tout à fait une compétence fonctionnelle, mais plutôt une compétence, une attitude à avoir face au monde, face aux choses du monde, c'est quelque chose qui peut nous différencier par rapport à d'autres concurrents, compétiteurs, si on parle de pays concurrents. En tout cas, c'est clairement une des compétences qui est développée en France et qu'on ne retrouve ni en Allemagne, ni aux États-Unis, ni en Asie pour l'instant. Et nous, c'est vrai que c'est pour ça, on a notre plus gros centre de R&D, donc à Vélizy, où on a plus de 4000 personnes. Et c'est parce qu'on est français, mais c'est surtout parce que les ingénieurs formés en France ont en effet cette capacité d'avoir une vue systémique et beaucoup plus holistique que des ingénieurs formés dans d'autres pays. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à exploiter parce que le monde devenant de plus en plus complexe, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin parce que ça permet aussi, in fine, à nos chercheurs de se poser les bonnes questions. Parce que quand on est uniquement sur sa verticale, dans un domaine de recherche, que ce soit sur les matériaux, que ce soit sur les systèmes, avoir une vue holistique, ça permet de prendre une hauteur de plus pour voir le problème dans toute sa complexité. Et quand on parle justement de GenIA et donc de faire dire aux données quelque chose dont on ne sait pas qu'elles sont capables de le dire, et donc nous, on parle de révéler de la propriété intellectuelle grâce aux données des entreprises, il est vraiment important d'avoir une approche à 360. Ouais. En fait, t'apprendre à anticiper, à s'adapter. Exactement. Et à toujours challenger le status quo. À rien prendre comme une vérité vraie, mais toujours se poser la question de pourquoi et pourquoi pas différemment. On avait abordé la question comment la rétention des talents ou de celles et ceux qu'on forme sur notre territoire et qui partent. Alors qui partent, en soi, c'est pas un problème. Non, le problème, c'est qu'ils reviennent. S'ils veulent revenir, que s'ils reviennent avec encore plus d'expérience, tant mieux, on gagnera sur tous les plans. Et je pense qu'il y a cette notion d'imaginaire, parce que aujourd'hui, c'est une vieille publicité, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On n'a toujours pas de pétrole, mais on a peut-être des imaginaires à faire valoir. Et c'est peut-être ces imaginaires-là qui donnent le goût et l'envie de revenir.
parce que la France, ce sera ça, sans vouloir fermer nos frontières. L'Europe, ce sera ça. Et ça donne envie simplement, en se projetant à travers des images qui permettent l'engagement, qui donnent le pouvoir et l'envie à chacun de s'investir dans le cours des choses. Et ça les fera beaucoup plus revenir qu'un simple carnet de chèques, même si ça reste important, bien évidemment. Après, il faudra évidemment aussi investir plus massivement en se concentrant sur certaines causes, peut-être pas toutes les causes, pas de nouveau des pôles de compétitivité à plus de 70 parce qu'on dilue notre argent public et on n'arrive pas à avoir suffisamment d'impact, mais sur quelques grandes causes, là où on a des compétences, sans devenir hyper spécialisé, je pense qu'il y a matière à faire revenir un bon rang de talents, voire même aller chercher des Américains qui viendraient s'installer en France, parce que je pense qu'ils ont le goût aussi d'une Europe à faire. Oui, complètement. Et je pense qu'on a un certain nombre de challenges qui peuvent les intéresser. Je pense aussi que le fait que l'Europe, comme l'a prouvé cette convention sur les océans, continue à s'engager sur la sustainability, sur un monde durable, sur la façon dont on peut créer des nouvelles technologies, des nouveaux produits, des nouvelles expériences pour un monde durable, ça fait vraiment partie de notre ADN européen. Et ça, je pense que c'est hyper attractif pour les Européens, mais pas que. Totalement d'accord. Écoutez, merci beaucoup à vous deux pour votre temps et je vous dis à très vite. À très vite. Merci à toi. Merci. Merci Florence. Merci.